C'est le sujet à l'ordre du jour de cette plénière. Il s'agit des arrestations de Kabila, poursuite contre Matata Ponyo, état des droits ou acharnement politique. La question qu'on se pose qui sera débattue ici par nos deux invités d'honneur. Maître Richard Mpinda qui est là. Il sera en face au cas Koukelemena. Monsieur le Président, vous avez la parole pour l'ouverture de la plénière. Honorables parlementaires, distingués invités, nous déclarons ouverte la plénière du Parlement d'étudiants de séjour, à laquelle nous allons techniquement discuter sur un sujet crucial. Vous le savez, le président Joseph Kabila, l'ex-président je vais dire, fait objet des poursuites judiciaires. On a demandé au Sénat d'élever ses immunités. Sama Lukonde s'est prononçant, a dit qu'ils vont y travailler. Matata Ponyo, poursuivi depuis très longtemps par la justice congolaise dans le dossier Bukanga Lonzo, est devant la Cour constitutionnelle, mais il s'observe une contradiction entre l'Assemblée nationale qui doit lever ses immunités et la Cour constitutionnelle. On ne sait plus qui croire. Kamere pense qu'il faut d'abord au préalablement lever ses immunités avant de le poursuivre, mais le président de la Cour constitutionnelle et le président du Conseil supérieur de la magistrature pensent qu'il est déjà poursuivi et donc pas nécessaire de recourir à la naturelle formule de lever des immunités parce qu'il est cette fois-ci député national. Nous voudrions savoir, est-ce que ces poursuites sont fruit d'un acharnement politique ou preuve d'un état des droits grandissant, parce que certains disent que ces poursuites prouvent à suffisance que la justice qui était hier malade fonctionne maintenant bien et qu'il faut donc traquer tous ceux qui sont dans les salles draps. Pour échanger sur cette question, nous avons Maître Richard Mpinda et M. Focas qui vont nous entretenir à ce sujet. Et bien évidemment, nous avons les étudiants en droit, en sciences politiques qui vont accompagner donc cet échange patriotique pour éclairer essentiellement l'opinion sur de ces questions et nourrir l'opinion nationale des idées assez claires au sujet de ce fait-là. Nous allons commencer avec Maître Richard Mpinda, 7 minutes pour nous fixer. Est-ce ce que je viens de relever ici est la preuve d'un état des droits ou d'un acharnement politique du régime en place contre Kabila et Matata Ponyo? Vous avez la parole. 7 minutes. Merci, merci à l'auditoire. Merci à vous qui avez daigné nous convier à cette rencontre qui se veut scientifique d'abord, pédagogique par de suite et éventuellement j'allais dire lumineuse, parce qu'elle tend à éclairer certaines zones d'ombre. J'ai apprécié votre introduction. Vous avez dit, d'une part, le président de l'Assemblée nationale pense, le président de la Cour constitutionnelle dit. Mais la chose la plus fondamentale devait être celle de savoir que dit la loi. Et par conséquent, la loi des lois. Nous sommes en République démocratique du Congo. Nous voulons un état de droit. Je n'ai pas dit un état de droit constitutionnel. J'ai dit un état de droit. Eh bien, nous allons interroger la loi pour en savoir plus. Je vous convie, comme on dit à l'église, d'aller avec moi dans la Constitution de la République, dans l'article 107 de la Constitution de la République démocratique du Congo, c'est la Constitution de 18 février 2006. Je vais lire. Oh là là, j'ai plus de charge, malheureusement. Quelqu'un peut me lire, s'il vous plaît? On va vous donner. Donnez-moi la Constitution, s'il vous plaît. On peut lui donner en dur. En dur, c'est mieux encore. La Constitution en dur, s'il vous plaît. La Constitution est traversée par les bélés. Il y a un gars qui est traversé par les bélés. Alors. L'article 207 de la Constitution de la République, on dit des immunités. De prime abord, il convient de retenir que nous avons deux types d'immunités.
Premièrement, nous avons des immunités absolues et des immunités relatives. L'alinéa premier dit « Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. » On dit ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu. J'aime un troisième point qu'on ajoute ici, jugé, poursuivi, arrêté, recherché, détenu et jugé. Parce que pour comprendre, il faut d'abord définir les attributions des uns et des autres. La question est celle de savoir qui poursuit, qui détient, qui recherche, qui arrête et qui juge. Lorsque vous auriez compris ces attributions-là, vous pourriez vous rendre compte que l'alinéa premier tel qu'il est posé ici pose le principe des immunités absolues. C'est-à-dire que nous avons suivi ici sous 1+4 un député qui a tenu des propos désobligeants à l'égard du président de la République et ce dernier n'a jamais été inquiété. Pourquoi? Parce qu'il était en train d'émettre une opinion et c'était au perchoir, l'opinion pouvait dire ce qu'elle voulait et pourtant il était là, on ne l'a pas inquiété, on ne l'a pas poursuivi. Pourquoi? Parce que ces immunités ne peuvent être levées. Ça, ce sont les immunités absolues. L'alinéa 2 dit ceci. Aucun parlementaire ne peut en cours de session être poursuivi ou arrêté sauf en cas de flagrant délit qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon les cas. On a donné deux attributions. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi ou arrêté. Point barre. Que deux attributions. Je vous ai dit, pour comprendre davantage, il faut se référer aux attributions, savoir à qui revient telle ou telle attribution. Les juristes avertis qui sont ici vous diront poursuite et arrestation, c'est l'œuvre exclusive, j'allais dire, du parquet. Le juge n'arrête pas. Le juge est celui à qui l'on met à sa disposition un litige pour qu'il puisse trancher. Le parquet prépare le dossier, il y va. Et d'ailleurs, les professionnels de droit, c'est-à-dire que les avocats vous diront que nous, au prétoire, nous avons un même rôle d'avec le parquet ou le ministère public, si vous voulez, ou pour dire mieux, parce qu'il est procureur, le procureur lorsqu'il est au prétoire. Et ce qui voudrait dire que le procureur, avant de poursuivre ou arrêter, sauf en cas de flagrance où il défère directement devant un juge, doit recevoir préalablement l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon les cas. Revenons maintenant dans les cas d'espèce que nous avons. Est-ce que c'est un acharnement? Est-ce un état de droit? Est-ce Tshisekedi veut se plaire? Ou que le président de la Cour constitutionnelle a manqué le go? Ou que le président de l'Assemblée nationale, qu'on appelle, ses partisans l'appellent Monsieur Google, a bien googlé? Non. Nous vous avons dit, pour comprendre, il faut revenir aux attributions. Les parquets avaient fait son travail d'antan. Vous vous souviendrez que nous avons commencé avec la aérianisation. On a sollicité la levée des immunités. Et d'ailleurs, les immunités sont rattachées à l'individu et non pas au fait. Je posais cette question lorsque j'échangeais avec certaines personnes qui disaient, écoutez, les immunités sont rattachées au fait. Donc il faut chaque fois qu'il y a infraction, il faut recourir au Parlement. J'ai dit, ok, nous sommes en audience. Et qu'il y a délit d'audience. Donc on va suspendre l'audience pour qu'on aille lever les immunités pour que le juge se prononce? Non. C'est-à-dire que le juge doit se prononcer. Pourquoi? Parce que les immunités sont levées, vous n'êtes plus à l'abri
les Kinanzela, au Kwesingu Babatu, poursuivre yo. Pourquoi? Parce que les humilités ne sont plus. Dans le cas des Matata, il y avait déjà une procédure qui avait été enclenchée et que cela s'en est poursuivi ainsi parce qu'il est devant le juge. Nulle part il est dit qu'il faut solliciter les humilités, que le juge doit solliciter pour poursuivre. Le juge, lorsque le ministère public a mis à la disposition du juge, les ministères publics ne s'en mêlent plus. Parce que les professionnels et praticiens de droit vous diront que les statuts même du détenu, lorsqu'il était chez le ministre, le ministère public a changé. Parce qu'il a quitté le statut du détenu pour devenir prévenu. Voilà, le statut a changé. Et étant devenu prévenu, il ne relève plus du parquet. Il vous reste 2 minutes, Maître Richard. Et j'ai même dit, même lorsque le juge prononce une condamnation, la personne n'est pas encore arrêtée. Et s'il devait être arrêté, c'est au ministère public de venir exécuter, c'est-à-dire arrêter. Et donc, par conséquence, l'autorisation dont a clamé monsieur Martin Fayulu, j'ai dit monsieur Vital Kamerhe, ne pourrait être produit. Et donc, je vous convie aussi à aller à l'article 151 de la Constitution, qui dit de manière éloquente, qui pose un principe. 51, il dit: le pouvoir exécutif, je vous prends l'alinéa 2 qui nous intéresse, le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution. Mieux encore, toute loi dont l'objet est manifestement de fournir une solution à un procès en cours et nul effet. Déjà on vieillit avec l'âge et puis ça va de soi. Et donc, il convient de dire que l'attitude du président de l'Assemblée nationale n'est pas une attitude correcte, parce que son comportement vient à violer les principes de la séparation de pouvoir, parce qu'il s'ingère, et moi je le comprends, il est dans une optique politique et non pas judiciaire. Et donc l'opinion retiendra, votre opinion retiendra, que la séparation de pouvoir est posée, l'attitude ou le comportement qu'il y a eu dans le dossier de Matata Mponyo est tout à fait légal. Il ne s'agit pas de l'acharnement politique et quoi que ce soit d'autre. J'en viens maintenant au cas de... Faudra-t-il évoluer ou... Non. Vous avez épuisé vos 7 minutes. Bon, peut-être que vous allez revenir pour le dossier Kabila. Oui. On y reviendra. Je crois que le dossier Matata, il est clair. Et nous avons compris votre opinion. Vous pouvez prendre place. Selon Maître Richard Pinda, il faut distinguer les immunités absolues et ceux qui sont relatives. Et dans les cas de Matata, on a des immunités relatives. Et dont les immunités ne peuvent être levées qu'en cas de poursuite et d'arrestation. Pas de jugement, vous dites. En dehors. Très bien. Donc, et par conséquent, la position de la Cour constitutionnelle reflèterait donc les prescrits de l'article 107. Et il évoque à ces sujets, il invite le président Vital Kamerhe à se référer à l'article 151 de la Constitution qui proclame l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et donc, nous allons prendre M. Focas pour son analyse à ces sujets. Vous avez la parole. 7 minutes aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ces dossiers? Bonjour ou bonsoir, selon votre convenance. Merci. Je suis là pour participer à l'émission comme j'ai été invité. Je suis politologue de formation. J'aimerais bien
aborder cette question avec beaucoup plus de dextérité politologique que d'aller dans des considérations beaucoup plus politiciennes. Nous allons lire l'article 99. C'est en miniature. Lisez pour moi, s'il vous plaît. Ok. L'article... Vous dites quel article? 99. Avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci. S'il vous plaît. Oui. Parce que c'est une approche pédagogique, nous voulons faire une lecture pour notre propre bénéfice. Parce que je ne mérite pas que je puisse vous mettre dans la tête ce que moi je pense. Mais au moins, comme nous sommes devant la loi mère, faisons beaucoup plus d'attention à la lecture et nous viendrons par la suite expliquer ce que je vais vous faire savoir. Très bien. On va prendre l'article 99 de la Constitution de la RDC. Avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci. Avant leur entrée en fonction. Et à l'expiration de celle-ci, le président de la République et le membre du gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles, y compris terrains non bâtis, forêts, plantations, terres agricoles, mines et autres immeubles, avec indication des titres pertinents. Les patrimoines familiales incluent le bien du conjoint selon le régime matrimonial, des enfants mineurs et des enfants, même majeurs, à charge du couple. La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l'administration fiscale. Faute de cette déclaration, en délai de 30 jours, la personne concernée est réputée démissionnaire. Dans les 30 jours suivant la fin de fonction, faute de cette déclaration en cas de déclaration de fraude ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour des cassations est saisie selon le cas. Ok. C'est tout. Arrêtons-nous. Ici, nous avons la lumière de ce que dit la Constitution en ce qui concerne le président de la République et les membres du gouvernement, notamment le Premier ministre. On vous dit que avant que ces gens ici entament leur fonction, ils doivent aller présenter tout ce que vous aviez entendu pour des raisons de temps. La poursuite de cette disposition voudrait nous aider à comprendre si réellement dans notre loi mère, dans notre pays, un premier ministre ou un ex-premier ministre est-il poursuivable ou pas? Ça, c'est la première des choses. Parce que vous savez, vous et moi, qu'il y a eu un débat ici, très houlé, que l'ex-premier ministre, l'ex-président, n'avait pas de juridiction. Alors, je vous ai amené cet article pour que vous puissiez comprendre dans le fond. La dernière phrase nous indique quoi? Reprends seulement la dernière phrase de l'article 99. Dans les 30 jours suivant la fin de fonction. Dans les 30 jours suivant la fin de leur fonction, après leur fonction, ils font quoi? Faute de cette déclaration. Faute de ne pas aller déposer leur déclaration. Ok? Ou en cas de déclaration frauduleuse ou en cas de déclaration frauduleuse. Qui sont ceux-là? Le président, le premier ministre et le membre du gouvernement, donc les ministres. La Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation. La Cour, on cite maintenant des instances. On dit la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation. C'est ça, non? Mais pas et ou la Cour de cassation. Ou. Parce que j'ai dit, on a cité des institutions. Mais ici, il reste à savoir que si on indique déjà par cet article que et le président et le premier ministre, faute de ne pas présenter leur déclaration, la Cour peut se saisir. Pour faire quoi? N'est-ce pas pour juger? Déjà, à partir de l'article 99,
il y a une brèche, il y a une ouverture qui dénote que ces gens, même après leur fonction, ils peuvent être poursuivables. Ils peuvent être poursuivables. Mais quant à dire que la loi ne prévoit pas la poursuite d'un ex-premier ministre ou d'un ex-président, ça c'est tout un problème. Mais là, je voulais faire lire ça pour que nous puissions nous mettre dans l'idée que la politique existe bel et bien une pratique de la gestion de la res publica. Mais pour parler d'abord de la gestion, il faut avoir mis en place un État. Un État, dans cette approche dont je vais vous expliquer, n'est pas une définition descriptive que je vais mettre en exergue pour dire que l'État, c'est l'ensemble de la population, du territoire et du pouvoir. Il vous reste 3 minutes, mais franchement, Foucasse. Vous allez me faire souffrir. L'État, c'est un principe sacro-saint de la gestion de la res publica, notamment le respect des textes. Parce que les textes tels que nous l'avons, la Constitution, c'est la loi mère. Cette loi mère que nous avons, que nous détenons, c'est ce que nous devons, dans l'état des droits, tous pratiquer. Tous devons suivre à la lettre. C'est alors qu'on peut prétendre être un état de droit. D'abord, cet état de droit doit exister. La séparation des pouvoirs. Mais au moment où vous voulez être dans un état sans le respect des normes et des règles qui régentent cet état-là, déjà, tout est biaisé. C'est pourquoi il est avantageux pour que tous répartis dans le champ de gouvernants ou dans le champ de gouvernés, que nous puissions avoir la latitude d'observer les lois comme l'indique notre propre constitution, que nous devons être à la mesure tous d'obéir à cette loi. Si déjà le problème de Matata est un problème considéré comme un cas d'acharnement, et pourtant la suite logique de la démarche, c'est la recherche de la vérité de la gestion de la chose publique. Comment quelqu'un peut gérer et ne pas être capable de se soumettre à l'exercice de redevabilité? Parce que le bien de la République sont le bien de tous et non d'un individu ou d'un groupe. Il vous reste 1 minute pour conclure. D'où, pour conclure avec difficulté, vu le temps que vous accordez à des dossiers pareils, il est difficile de pouvoir nous permettre à donner l'essentiel de ce que vous attendez de nous. Vous allez revenir, Voilà. Ça n'était que l'introduction. Donc pour moi, je considère que Matata, il est vrai, quand il déclare que le dossier est politique, quand il dit qu'il s'agit de l'acharnement, mais est-ce que la redevabilité n'est pas dans le chef de tout citoyen qui détiendrait le parcelle du pouvoir après l'exercice de pouvoir rendre compte? Qu'est-ce qui serait d'acharnement si vous aviez géré et qu'à un moment donné, vous devez rendre compte au souverain? Et par le principe sacro-saint de séparation de pouvoir, quand vous gérez, vous avez une responsabilité. Vous avez des prérogatives. Mais vous ne gérez pas le bien de votre famille. Vous gérez le bien de la communauté. Merci beaucoup. C'est pourquoi nous considérons que, oui, une déclaration d'un politique pour une poursuite judiciaire n'a toujours été qu'une question d'acharnement.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va devoir évoluer avec les questions de parlementaires pour nous permettre peut-être d'aller dans le fond. Nous accordons la parole à l'honorable Enoch pour son allocution et l'honorable Aboubacar se prépare. Merci honorable président pour l'octroi de la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues. Je salue en passant la pertinence de nos deux invités. Mais je commence d'une part, monsieur le président, par une précision conceptomanique pour ce qui est des immunités. Parce que, à l'entame de l'intervention de Maître Pinda, il a précisé qu'il fallait faire une distinction entre l'immunité absolue et les immunités absolues et les immunités relatives. Je pense qu'il n'y a même pas lieu de différencier les immunités absolues et relatives pour ce qui est les cas de parlementaires. Parce qu'il est un fait qu'en droit congolais, que seuls les ambassadeurs, en réalité, les plénipotentiaires et tout ce qui va avec, jouissent des immunités absolues. Pour ce qui est des parlementaires, dans l'exercice de leurs fonctions, ces derniers jouissent des immunités relatives, sous réserve que ces derniers commettent des actes dans l'hypothèse de la flagrance. Parce que l'alinéa 2 de l'article 107 prévoit cette hypothèse-là. Lorsqu'on est en face d'une flagrance, même si les parlementaires seraient dans l'exercice de sa fonction, l'immunité ne joue pas. Et une précision également, les immunités ne protège pas les parlementaires par rapport à un acte infractionnel posé par lui dans l'exercice de sa fonction. Non. Les immunités protègent les parlementaires dans l'exercice de sa fonction. Bref, les immunités protègent la fonction. D'ailleurs, c'est comme ça que dans la déontologie des avocats, il y a ce qu'on appelle les immunités judiciaires. Ça protège la parole de l'avocat pour que ces derniers ne soient pas poursuivis, par exemple, pour les hypothèses de diffamation et tout ce qui va avec. Monsieur le Président, pour revenir dans ce qui est de notre thématique, je pense qu'il faut faire une précision factuelle. Le cas du procès Matata commence avec le RP 001 devant la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle rend un arrêt avec le juge Kalouba disant qu'elle est incompétente de connaître des actes infractionnels commis par un ancien Premier ministre. Et la Cour de cassation ouvre un dossier contre Matata Mponyo. Cette Cour de cassation saisit la Cour constitutionnelle en violation de la Constitution pour interprétation d'une disposition de la Constitution. Et la Cour constitutionnelle, saisie de ces faits, interprète la disposition et se déclare compétente pour connaître de la justiciabilité d'un ancien Premier ministre. D'abord, de 1, lorsqu'on est en matière de la saisine pour les questions de constitutionnalité, le juge est régi par les dispositifs. Il ne peut dire que sur base de ce qui lui est demandé. Donc, on demande à la Cour d'interpréter. La Cour interprète et dit qu'elle est compétente. Donc, elle part même au-delà de ce qu'on lui a demandé. Peu importe. Elle s'est dit être compétente. Or, le dossier RP 001 a été clôturé par un arrêt définitif. Ce qui fait que la Cour est dessaisie du cas Matata. Pourquoi? Parce que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. C'est clôturé. La Cour vient... Je suis honorable président. C'est une précision vraiment très bien pour réorienter les débats. Dans le temps, s'il vous plaît, dans le temps. Il faut la faire dans le temps. Merci beaucoup, monsieur le président. La Cour vient avec un nouveau dossier RP 002. Parce que le deuxième arrêt, la Cour, c'était l'arrêt R-Const 1816, où elle avait dit que, voilà, elle est compétente. RP 002 sur la même affaire des Matata Mponyo. Or, la Constitution dit que les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours. Et Matata a été déjà jugé par un arrêt de la Cour constitutionnelle. On parle du revirement jurisprudentiel. C'est là le vrai débat. Le revirement jurisprudentiel comme quoi? Puisque la Cour dans le R-Const 1816 a dit qu'elle est compétente, donc ça fait un revirement jusqu'à l'arrêt R-Const 001. Or, en doctrine, le revirement jurisprudentiel n'a un effet rétroactif que lorsqu'on est en face des affaires qui sont encore en cours. C'est-à-dire que le président, par exemple, est jugé devant la Cour constitutionnelle et qu'avant que le président soit jugé, il y avait un arrêt de principe qui était rendu sur une question et que la Cour, connaissant d'une autre affaire, fait un revirement, ce qui fait que l'affaire qui opposait le président, bien qu'étant antérieure à l'arrêt de la Cour opère un revirement jusqu'à l'affaire qui est pendante. Or, l'affaire des Matata est déjà clôturée, ce qui fait que poursuivre Matata, si vous voulez, le principe non bis in idem. Parce que l'état des droits voudrait également qu'on ne peut pas juger une personne deux fois pour le même fait. La Cour demeure compétente actuellement puisqu'il y a un arrêt R-Const 1816. Mais pas à l'égard des Matata puisque le dossier Matata a été clôturé par le R-Const 001. Donc je pense que c'est ça la précision. On ne peut pas créer de monstres juridiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Enoch. Nous allons accorder la parole à l'honorable Aboubacar. 1 minute, s'il vous plaît. On Maître Pinda sourit comme ça. Merci beaucoup, honorable président, pour l'octroyabilité verbale linguistique.
Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués invités, chers collègues, daignez recevoir mes salutations les plus respectueuses. Les débats relatifs au dossier de l'honorable Matata Mponyo cristallisent à juste titre un principe fondamental, l'immunité parlementaire. Avant d'entrer dans les vues du sujet, allais-je dire, qu'il me soit permis de rappeler à cette auguste assemblée, ainsi qu'à nos concitoyens qui nous suivent à travers les médias, l'apport juridique et politique de ces grands principes, de ces principes cardinaux dans toute démocratie parlementaire. Honorable Président, distingués invités, chers collègues, en République démocratique du Congo, les régimes des immunités parlementaires trouvent son fondement dans l'article 107 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour, ainsi que dans les règlements parlementaires, dans les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, allais-je dire. À la lumière de ces textes, il apparaît clairement que l'immunité parlementaire est un mécanisme institutionnel conféré aux élus du peuple, afin de les préserver face aux pressions, aux poursuites ou encore aux intimidations. Parlant de poursuites, je dirais les poursuites arbitraires qui peuvent entraver l'exercice souverain et libre de leur mandat. Honorable Président, chers collègues, ces régimes s'articulent autour des deux volets essentiels, notamment l'irresponsabilité parlementaire et l'inviolabilité parlementaire. L'irresponsabilité parlementaire est de nature absolue et perpétuelle. Elle couvre les opinions et les votes émis par les parlementaires. Parlant des parlementaires, je fais allusion soit à un député ou un sénateur, dans l'exercice bien évidemment de leur fonction. À ce titre, aucun élu ne peut être poursuivi, inquiété pour ses actes dans le cadre de son mandat. Et l'inviolabilité parlementaire, quant à elle, interdit toute arrestation ou poursuite pénale à la contre d'un parlementaire. Bien évidemment, excepté les cas des flagrants délits. Ou avec l'autorisation... Je vais citer honorable Aboubakar. Je vais citer, Monsieur le Président. Ou avec une autorisation expresse de la Chambre dont il relève. Et cette inviolabilité concerne les faits étrangers à la fonction parlementaire ou antérieurs au mandat. Honorable Président, distingués invités, chers collègues, il est crucial de souligner que l'immunité parlementaire suspend toute procédure judiciaire à la contre d'un parlementaire, hormis, je répète une fois de plus, les cas de flagrance. Ainsi, aucune arrestation, détention ni jugement ne peut avoir lieu tant que l'immunité n'est pas encore levée, dans les formes bien évidemment établies par la loi. Pour citer, honorable Président, permettez que je formule ici ma modeste contribution. Le régime des immunités parlementaires est un pilier essentiel de l'état des droits. Il protège l'indépendance du pouvoir législatif et garantit la libre expression de la volonté populaire incarnée ici par les élus du peuple. Cependant, dans la pratique congolaise, cette noble institution souffre de multiples dysfonctionnements, notamment la lenteur excessive, l'instrumentalisation politique et les soupçons d'impunité. Ces dérives fragilisent la confiance du peuple dans les institutions et nourrissent un sentiment de déviance, un sentiment de désolation. C'est pourquoi il est urgent d'envisager une réforme rigoureuse en visant à instituer des mécanismes transparents, efficaces et équilibrés, capables de garantir à juste titre. Je suis honorable Aboubakar. Je suis en train de citer, honorable Président. Allez-y. Capable de garantir à juste titre l'équilibre entre la nécessaire, entre la nécessaire protection parlementaire et la redevabilité devant la justice. Honorable Président, distingués invités,
Mes très chers collègues, je vous remercie. Merci honorable Aboubakar, honorable Noël pour son allocution et l'honorable Déodat se prépare. Très rapidement, 1 minute. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, avant d'aborder mon propos, permettez-moi, lorsque M. Focas va prendre la parole, de nous attester qu'il a assisté personnellement lors de la déclaration du patrimoine d'un ministre ou d'un président de la République pour prétendre que Matata Mpondu n'a jamais déclaré son patrimoine à la fin de ses fonctions. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, le débat de tout à l'heure m'a permis de rappeler un principe sacro-saint qui est le principe du juge naturel. Le principe du juge naturel est un droit garanti à tout justiciable d'être jugé par une juridiction préalablement établie par la loi, compétente tant sur le plan matériel que personnel. Ce principe est essentiel pour assurer un procès équitable et éviter l'arbitraire. En RDC, il est consacré par la Constitution, la loi et les instruments internationaux relatifs au droit international. Honorable Président, en ce qui concerne le juge naturel, la doctrine est divisée et la loi est muette. Le professeur Luzolo Bombilesa soutient que la Cour constitutionnelle demeure compétente pour juger un ancien Premier ministre. En revanche, le professeur Raphaël Niabirungu affirme qu'aucun texte juridique en vigueur ne prévoit la procédure pénale applicable à un ancien Premier ministre pour des infractions dans l'exercice de ses fonctions. Il soutient que la compétence de la Cour constitutionnelle s'éteint avec la cessation de fonction du Premier ministre. Ces positions divergentes révèlent un vide juridique en RDC concernant la compétence juridictionnelle pour juger un ancien Premier ministre pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions. Ma question à Maître Richard Mpita, celle de savoir sur quelle base légale se fonde-t-il pour justifier la compétence de la Cour constitutionnelle à juger un ancien Premier ministre. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, à mon avis, je pense qu'il faut une réforme claire pour compléter ces vides juridiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Déodad. 1 minute. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable parlementaire. De prime abord, nous aimerions saluer la pertinence des interventions de Maître Mpinda ainsi que de Monsieur Focas. Alors, c'est vrai que j'ai une veste rouge, un peu comme le LGD, mais je vais prendre le deuxième aspect de l'ordre du jour, celui qui concerne particulièrement l'ancien président Joseph Kabila. Alors, Maître Mpinda aura certainement l'occasion d'en parler, mais j'aimerais revenir sur le fait que, de prime abord, la fameuse ligne rouge qui avait été établie par le gouvernement congolais, celle de dire qu'il négocierait jamais avec les rebelles du M23, a été franchie avec fracas à Doha. Alors, on se rend donc compte que, eh bien, la politique est dynamique. Et aujourd'hui, on remarque surtout que Joseph Kabila avait été désigné comme le parrain, le chef de file du M23. Mais dans le même temps, il est poursuivi par la justice militaire. Notre question s'articule autour de ce qu'on appelle une certaine incohérence, à notre avis. Puisque si c'est lui, Joseph Kabila, qui est le parrain, le chef de file des M23, pourquoi continue-t-on à le poursuivre en justice? Parce qu'il y a un double volet diplomatique. Lorsque vous voulez que la partie avec laquelle vous négociez puisse admettre certaines de vos concessions, il faut quelque part aussi alléger les choses. Mais lorsque vous continuez à poursuivre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est plus finalement lui le chef de file, c'est quelqu'un d'autre. Et s'il faudra, j'ai envie de dire, aller dans les négociations, admettons que la partie M23 dise qu'il faut, entre autres, lever les condamnations de Nanga ou arrêter de poursuivre Kabila. Est-ce que vous allez accepter? Puisqu'il s'agit simplement, eh bien, comme qui dirait, du fait, voilà, de poursuivre. Très chuté, honorable Déodat. Oui, alors pour finir, la dernière question, parlant du peuple vis-à-vis de tout ça. On se rend compte que l'on accuse quelqu'un, on dialogue avec ses troupes, mais on continue de le poursuivre. Par rapport au peuple,
au-delà de tout cette bouillabaisse, comment convaincre le peuple que vous recherchez la justice, ou alors simplement que vous cherchez à vous acharner sur des autorités ou des politiques. Voilà, nous avons dit. Merci honorable Déodade. Une question à M. Focas aussi pour le compte du bureau du Parlement en rapport avec les poursuites contre Joseph Kabila. Quelle est votre lecture de poursuites enclenchées? Les poursuites sont au niveau du Sénat. Or, on sait que c'est un ancien chef de l'État. Il y a une loi qui régit les statuts d'ancien chef de l'État. À quel moment on les dissocie, parce que le ministre de la Justice l'a dit, à quel moment on les prend comme sénateurs à vie, à quel moment comme on les prend comme ancien chef d'État pour concilier la procédure à mettre en œuvre pour pouvoir l'arrêter. Vous avez donc encore une fois 10 minutes pour revenir sur ce que le parlementaire ont dit, la question que vous avez posée, vous avez la parole. Maître Richard se prépare aussi pour ces 10 minutes. Mon propos n'était pas le débat sur les déclarations dont il fallait assister. Mon propos voulait tout simplement dire que dans cette disposition, il y a une ouverture, lisez attentivement avec moi, dans les 30 jours suivant la fin de fonction, les 30 jours après leur fonction, c'est-à-dire pour les cas du président de la République, il devient un ex-président. Pour les cas du Premier ministre, il devient un ex-Premier ministre. Là, on est d'accord. On dit bien dans les 30 jours qui suivent la fin de leur fonction. Faute de ne pas aller déposer leur déclaration, les ex-là, 30 jours après. Selon le cas, on désigne des institutions. Il y a la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon les cas. Donc, c'est-à-dire quoi? Ce n'est pas par hasard qu'on désigne des institutions. Parce que pour le président et le Premier ministre, dans ces cas de figure, ils seront déjà des ex-présidents et ex-Premier ministre. La Cour constitutionnelle est bel et bien compétente pour statuer pour leur cas. Saisie, on parle de la saisie. Écoute, la saisine de la Cour constitutionnelle ou bien de la Cour de cassation pour ce qui serait le ministre, les ex-ministres. Donc, c'est-à-dire que dans votre logique, quand vous dites que il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui donne la possibilité, selon le professeur Nyabirungu, qu'un ex-premier ministre ou un ex-président de la République peut être jugé. Mais interprète-moi, explique-moi alors la teneur de cette disposition 30 jours après leur fonction, par faute de ne pas déposer leur déclaration, il y a une saisine selon les cas, pour les uns, la Cour constitutionnelle, et pour les autres, la Cour de cassation. Donc c'est pour tout simplement dire que cela relève de l'utopie, de penser que c'est le président ex ou le premier ministre ex n'a pas de juridiction. Parce que l'article 99 est clair là-dessus. Je ne sais pas si tu peux reprendre encore pour toi-même la lecture, parce que l'énergie est là. Lisez convenablement, vous verrez que il y a une ouverture. C'est pourquoi moi je me pose la question. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la Cour constitutionnelle, par le truchement du professeur Kalouba, n'a pas tenu compte de cet article. Bien que ici, il n'était pas question de la déclaration, mais ici, il est question de dire si un ex-premier ministre ou un ex-président a une juridiction qui peut tabler sur sa situation. C'était ça la réflexion pour laquelle je vous ai donné cet article. Alors, moi, j'aimerais
que vous êtes parlementaire, vous êtes jeune, vous avez de l'énergie et les savoirs, que nous puissions, avant de sortir ici, donner une explication contradictoire, ok, quant à cette disposition pour qu'on avance. Merci. Je vous en prie, prenez place. Non, je n'ai pas encore laissé. Je vais revenir parce que là, je donne l'ouverture. S'il vous plaît. Maître. Non, vous allez revenir. On va pas perdre. On va gagner un temps. On va pas perdre le fil. Le temps que les parlementaires apprêtent leur formulation. C'est nous quand même qui sommes invités. S'il vous plaît, Maître Richard, on va gagner un temps. S'il vous plaît. C'est là où les jurys se rencontrent. S'il vous plaît, Maître Richard, vous avez 10 minutes. Alors, c'est très dangereux. Lorsque vous demandez à un politologue d'interpréter la loi, et il va dans tous les sens. Je comprends. Non. Maître Richard, c'est dans vos minutes qu'on épuise tous ces débats. Laissez-moi quand même. J'étais là, je bouillonnais, j'attendais bondir, mais je me suis réservé, faites le même exercice. Je disais, je le redis, il est très dangereux de demander à un politologue d'interpréter la loi. Et il est allé dans tous les sens. Je le comprends. Il est excusable. Mais c'est très dangereux et suicidaire lorsque c'est un juriste qui vient raconter des histoires. Et donc là, c'est très très dangereux. Est-ce que Mata Tampogno a été déjà poursuivi dans ces pays? Mata Tampogno a été déjà poursuivi. Ah non, il n'a jamais été poursuivi. Mata Tampogno, Mapon, n'a jamais été poursuivi dans ces pays. Le juge de la Cour constitutionnelle, comme le juge de la Cour de cassation, est les juges du statut qu'a porté la personne. Voilà pourquoi, partant de cette réalité-là, les deux arrêts, Kalouba et Kamuleta, ne peuvent pas se contredire. Je vous prends à titre illustratif. Et j'étais très ému de voir le professeur, je l'appelle professeur parce qu'il a donné un cours magistral, un grand professeur. Nous, quand on était étudiants, nous disions de Nyabirungu Mwenensona que c'était un savant. Nyabirungu se retrouvait devant le président de la Cour constitutionnelle, le juge président de la Cour constitutionnelle, Kamuleta. Il intervenait en disant, non, quand je donne cours à mes étudiants, il a été repris par le président Kamuleta en lui disant, ici vous n'êtes pas professeur. C'est un principe de droit qui a été posé. Les principes de la fiction juridique qui voudraient que, lorsqu'il est là, à cet instant-là, en cours d'instance, qu'il ne se considère pas comme étant professeur, mais plutôt maître. Voilà pourquoi il a parlé de lui en tant qu'avocat à la première personne, et il a évoqué le professeur Nyabirungu à la troisième personne. En droit, lorsqu'une infraction est commise, là je réponds à votre question, parce que lorsque vous dites, je voudrais dire ceci, le professeur Nyabirungu n'a pas tort de dire qu'aucune juridiction ne peut poursuivre un ancien président de la République ou un ancien premier ministre. Pourquoi? Parce qu'on dit ancien. Lorsque vous lisez l'article 164, il est dit la Cour constitutionnelle est le juge du chef de l'État et du premier ministre. On ne dit pas ancien. La compétence en droit congolais est d'attribution. Il faut que la loi l'ait dit. Que telle est compétente pour poursuivre, telle ne l'est pas. Lorsque la loi ne le dit pas, on ne l'invente pas. Mais il y a un principe intéressant. Il y a un principe de droit pénal que j'ai appris du professeur, du savant Nyabirungu Mwenensona. Le principe de la cristallisation qui va de soi lorsqu'on évoque la cristallisation des faits infractionnels, parce que je dis faits infractionnels, je ne dis pas la cristallisation de l'infraction, parce que la qualification de l'infraction peut varier. La cristallisation des faits infractionnels et de la qualité officielle. Ça veut dire quoi?
La question fondamentale que l'on se pose est celle de savoir, lorsqu'on poursuit aujourd'hui Matata Mponyo, on le poursuit en qualité de l'ancien Premier ministre ou on le poursuit en qualité, tenez bien, du Premier ministre en fonction au moment de la commission d'infraction. La locution conjonctive au moment de la commission de l'infraction voudrait que, au nom de la fiction du droit, que l'on se rabatte autant au moment de la commission de l'infraction pour se poser la question de savoir il avait quelle qualité. D'où la question de savoir, un enfant de 16 ans qui commet un viol, arrivé à l'âge de 23 ans, on le poursuit. Son juge compétent, est-ce le juge pour enfants ou le tribunal de grande instance? Pourquoi? C'est en vertu du principe de la cristallisation. Matata Mponyo n'est pas poursuivi. Voilà pourquoi l'arrêt Kalouba dit on ne peut pas poursuivre un ancien Premier ministre. Et il n'a pas tort. Et nous ne sommes qu'au niveau de la saisine. On parlait de la compétence de la Cour. L'exception a été soulevée. Matata Mponyo ne pouvait pas être poursuivi comme étant un ancien Premier ministre. Et maintenant, il est poursuivi comme qui? Il est poursuivi comme Premier ministre en fonction au moment de la commission de l'infraction. Bon. C'est le droit. Attendez. Non, c'est le droit. Vous allez prendre parole. C'est le droit et c'est un principe fondamental. Allez lire Nyabirungu Mwenensona. Il ne vous reste que 2 minutes, maître Richard. S'il vous plaît, il ne vous reste que 2 minutes. C'est ce que je dis. Et donc, dans le cas précis, la Cour, elle est compétente en vertu du principe de la cristallisation et du principe de la fiction juridique. Est-ce que ça ne rejoint pas M. Focas qui dit que la Cour constitutionnelle est aussi compétente? Parce qu'il évoque un cas où la compétence de la Cour constitutionnelle est aussi évoquée. Il dit les cas de la déclaration. Ce n'est qu'un cas qui épingle la possibilité. Il a dit ceci. Lorsque vous lisez l'article 59... Il vous reste qu'une minute, maître Richard. Lorsque vous parlez de l'article 59 qu'il a évoqué ici... 99. On ne dit pas, ok, ex. Parce que la loi ne l'a pas dit. 30 jours après, on est ex, c'est implicite. S'il vous plaît, maître Richard. Vous ne me suivez pas. 30 jours après vous êtes un ex. Je suis d'accord. S'il vous plaît, ne vous agitez pas. Comprenez le principe de la cristallisation pour réagir. Il vous reste 30 secondes, maître Richard. Il me bouffe une minute que je vais récupérer chez lui. Alors, 30 jours après la fonction, on est un ex. Est-ce que l'on vous poursuit en cette fonction de ex, en cette qualité de ex? Non. On retourne au moment où vous étiez en fonction, au moment où vous devriez déclarer que vous n'aviez pas déclaré. On vous pose la question de savoir quelle qualité avez-vous, ministre. Maintenant, le droit voudrait que l'on puisse vous poursuivre, non pas en tant qu'ex-ministre en fonction, en ces temps-là, non. La loi voudrait qu'on vous poursuive en tant que ministre en fonction Richard. Au moment de la commission. Merci, maître Richard. C'est le droit, malheureusement. Merci, maître Richard. Nous vous avons compris. Je crois que... Voilà, vous pouvez réagir à ça. Vous avez 3 minutes. Vous avez 3 minutes. La première chose, vous parlez de l'interprétation. Aucun juriste, aucun avocat n'a le droit d'interpréter si ce n'est que la Cour constitutionnelle. Mais je ne sais pas si je suis en dehors du principe que vous apprenez. Parce que tu m'étonnerais si toi, tu me dirais que toi, tu es en train de faire l'interprétation. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il vous reste 2 minutes, on m'a pas monsieur demandé Focas. de faire l'interprétation ici. Et ce que je faisais ici, ce n'était pas l'interprétation. L'interprétation est de l'apanage. Mon frère, n'abusons pas avec les mots. Vous n'avez même ni la possibilité, ni les prérogatives de faire l'interprétation qui est réservée et conservée pour la Cour constitutionnelle uniquement. C'est compris, on avance, il vous reste 1 minute. Donc, ça c'est une fausse idée de croire que toi tu en as la compétence. De deux, Maître Mpinda voulait tergiverser et se cacher derrière les draps pour rien. La disposition, elle est claire. La disposition dit ceci. 30 jours après, donc la fin de leur fonction. La fonction de qui? Du président, du premier ministre et de ministre. 30 jours après.
c'est là. D'ailleurs, ça commence d'abord à l'alinéa première. On vous dit que avant d'entrer en exercice, ils doivent déposer et faire des déclarations de leurs biens. Avant d'entrer en fonction. Honorable Enoch, tolérance. Donc, c'est pourquoi moi, dans mon intelligence, pas de juriste, mais de politologue, parce que la loi est dans le fait. Et les faits sont sacrés. Et les faits ne sont pas observés que par les juristes. C'est une fausse idée, c'est une incoction. La loi est le fait de l'examen qu'on mène sur un fait observé. Et ça, c'est de la compétence de l'intelligence. Ce n'est pas une question de juridisme. C'est pourquoi vous verrez, parce que le mais pourquoi vous verrez, même au niveau de la Cour constitutionnelle, il est possible pour un politologue d'y siéger. Vous pensez qu'un mécanicien peut facilement interpréter... Je parle d'un politologue. Non, parce que vous ne généralisez pas alors. Non, s'il vous plaît. Non, c'est question d'avoir d'abord... S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mais on avance. Je voulais dire ceci, mais Pinda. Vous allez citer une minute, monsieur Foucault. J'aimerais bien que vous puissiez bel et bien me rencontrer sur cette question, sur cet article, tout simplement. Que tu puisses situer celui qui vient 30 jours après la fonction. Qui est-il? Merci, monsieur Foucault. Est-il un ex? Et quand on dit que la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation, on tient compte de quoi? On tient compte... S'il vous plaît, vous allez prendre parole, maître Richard. C'est un débat aussi, ça ne dérange pas trop. Il n'a pas de micro, on ne va pas échanger, vous n'avez pas de micro, on ne va pas vous écouter, tolérance. C'est-à-dire qu'ici, on oriente ceux qui sont judiciables auprès de la Cour constitutionnelle de pouvoir se faire saisir par la Cour constitutionnelle et les autres par la Cour de cassation. Merci, monsieur Mais c'est ils sont ex-présidents et ex-premier ministre. Mais pour le cas maintenant de Kabila, je ne sais pas si j'ai le temps pour ça. Malheureusement, on n'a pas le temps. On vous invitera peut-être prochainement. Oh là là. On vous invitera prochainement. On est tenu par le temps. 2 minutes pour nous fixer sur l'article 99. Ex 30 jours après. Ils sont ex ou pas? S'il vous plaît, vous allez juste rester quand même. Il a juste 2 minutes. S'il vous plaît. Il est bilingue. C'est pas possible. On peut aussi Maître Richard, vous gagnez, vous perdez. Oui, je gagne du temps. Je gagne le temps. Alors, non, je crois, je comprends. L'interprétation de loi n'est pas l'apanage des juristes. Très bien, merci. Il faut se le dire aussi, mais l'entendement des lois, en tout cas, ça revient à l'apanage du juriste. Pourquoi? Parce que nous apprenons à lire, à interpréter cette loi-là. Donc, je crois que sur ce point-là, nous sommes bien d'accord. Nous sommes sur la sémantique. Nous parlons de concepts. Nous disons ministre et ex-ministre. Lorsque la loi n'a pas dit que la Cour est compétente à l'égard d'un ex-ministre, on ne fait pas de la Cour, compétente à l'égard d'un ex. J'ai évoqué un principe. J'ai dit pour comprendre, il faut 2 choses. Maître Richard, il vous reste 1 minute. Comprendre le principe de la cristallisation. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on commet les faits, ok, on retient la qualité que vous portiez à l'époque où vous commettez les faits. Lorsque vous allez devant un juge, mais c'est un principe que j'ai appris de Nyabirungu. Nyabirungu, c'est Kabila Olaksanga, tout ça. Nalobi, c'est Nyabirungu. Maître Richard, il vous reste 30 secondes. On nous a appris les principes de la cristallisation. Il vous reste 30 secondes, Maître Richard. Cristallisation veut dire quoi? Lorsque vous commettez les faits, on retient 2 choses. On cristallise l'infraction et on cristallise aussi la qualité officielle que vous portiez en ce moment-là. Prenons par exemple, je vous ai donné une illustration ici. J'ai dit, vous avez 16 ans, vous violez. Maître Richard, vous avez à votre âge, à l'âge de 30 ans, on vous poursuit. 10 secondes. À l'âge de 30 ans, on vous poursuit. C'est qui votre juge naturel? Est-ce le juge de 30 ans ou le juge de 16 ans? On retourne devant le juge de 16 ans. Merci, Maître Richard. Merci beaucoup, Maître Richard. Merci beaucoup. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Prenez place. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'espère qu'on va se mettre d'accord. Qu'on va se mettre d'accord sur un seul fait.
Maître Richard Pinda et M. Focas sont d'accord que la Cour constitutionnelle peut poursuivre un ancien Premier ministre, un ancien président de la République. S'il vous plaît, la seule nuance, Maître Richard ne veut pas qu'on les appelle des ex, mais plutôt qu'on tienne compte que la Cour est compétente parce que les faits et les statuts est cristallisé au moment de la commission de fait. Mais de toutes les façons, dans le fait, ça revient à la même chose. La Cour constitutionnelle va juger, s'il vous plaît. La Cour constitutionnelle, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Moi, je suis pas censé conclure comme ça. C'est moi qui fais ma conclusion. Pour éclairer les téléspectateurs des Six Télévisions. Je pense que nous sommes tenus par les temps. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière est levée.